Bienvenue sur la chaîne YouTube du journal Le Floridien, la chaîne de référence de la communauté haïtienne de Floride. Nouvelles, reportages, analyses, débats, interviews et autres. Bonjour, bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue. Merci de nous rejoindre cette semaine encore pour un nouveau numéro de notre magazine d'information, notre rendez-vous à la huitaine. Je suis Dessalines Ferdinand pour la présentation. Voici les principaux points qui constituent le sommaire de ce jeudi 21 mai 2020. Le vice-président américain Mike Pence, de passage à Orlando ce mercredi 20 mai pour donner le coup d'envoi officiel de la réouverture des activités économiques en Floride. Le gouverneur de la Floride défend sa décision de licencier un haut cadre du ministère de la Santé de l'État. Au moins une douzaine d'Haïtiennes américaines se portent candidates aux prochaines élections en Floride à différents niveaux. La ville de North Miami a célébré la fête du drapeau malgré le Covid-19. Enterrement émouvant samedi dernier de l'ancien caméraman de Allen TV, Josieu Prévalus. Ces principales informations et d'autres encore vous seront développées juste après cette courte pause. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481. De retour, mesdames et messieurs, pour le développement des informations annoncées en titre. Je vous disais donc que le vice-président des États-Unis, Mike Pence, a marqué les esprits ce mercredi en s'attablant à un restaurant hamburger, le Burger Bar, en compagnie du gouverneur de l'État, M. Ronald DeSantis. Par ce geste, M. Pence a voulu rassurer les nombreux Américains qui ne pouvaient sortir normalement pour cause du Covid-19, mais aussi pour soutenir le secteur de la restauration qui traverse la plus grave crise de son histoire. On a pu voir un Mike Pence tout sourire discuter avec la propriétaire de l'établissement, Bert Steele, avant d'aller saluer le personnel de cuisine et quelques clients présents sur place également. Évidemment, même s'il n'y a pas eu de poignée de main, la distance de 6 pieds recommandée entre deux personnes ne semblait pas toujours bien respectée. Il faut dire en défiant de manière délibérée et ostentatoire les mesures barrières, le vice-président américain ne manquera pas de créer une nouvelle controverse, lui qui vient de subir un torrent de critiques pour avoir refusé de porter un masque lors d'une visite d'un hôpital au Minnesota. Pour le moment, le numéro 2 de Donald Trump ne donne pas le bon exemple en public, ce qui lui vaut de nombreuses réprobations, même de son propre camp. Pour essayer d'éteindre toute polémique, la porte-parole du vice-président, Devin O'Malley, a donné quelques détails sur les mesures de sécurité sanitaire prises lors de cette visite. La capacité intérieure de l'établissement a ainsi été ramenée à 50% suivant les directives de l'État pour une réouverture progressive. Elle a dit que les clients et le personnel du restaurant ont également subi un contrôle de la température et ont dû répondre à un questionnaire pour savoir s'ils présentaient des symptômes. Mais ce qui est sûr, c'est que la propriétaire du restaurant, Bert Steele, est ravie de pouvoir enfin réouvrir ses portes, surtout en présence de prestigieux clients, dont le vice-président américain Mike Pence. Le gouverneur de l'État, Ronald DeSantis, a défendu sa décision de licencier un haut cadre du ministère de la Santé de l'État.
Il s'agit de Mme Rebecca Jones, une scientifique gestionnaire des systèmes d'information qui a conçu le tableau de bord COVID-19 de la Floride. Dans un email adressé à CBS 12 News, Jones, qui avait sous sa direction une équipe de scientifiques du département de la santé de la Floride et d'agents de santé publique, a déclaré qu'elle avait été licenciée, tenez-vous bien mesdames et messieurs, pour avoir refusé de manipuler les données sur le COVID-19 afin de faciliter la réouverture de l'État. L'honnêteté de Mme Rebecca n'aurait pas été du goût de ses supérieurs, évidemment. Ces derniers ont donc décidé de la débarquer de la gestion du tableau de bord COVID-19 qui fournit des données instantanées sur l'évolution de l'épidémie, notamment le nombre de contaminations, de tests et de décès. Tout cela nous amène à nous poser des questions sur la fiabilité des chiffres officiels communiqués par l'État. Le gouverneur DeSantis, pour sa part, tient un tout autre discours puisque, selon lui, Rebecca Jones était insubordonnée et n'aurait jamais dû être embauchée, surtout qu'elle a été accusée par le passé d'être l'instigatrice d'un cyberharcèlement sexuel. S'exprimant aux côtés du vice-président Mike Pence, en visite à Orlando, toujours ce mercredi 20 mai, DeSantis a déclaré que les données disponibles étaient transparentes et que toute insinuation contraire ne peut émaner que d'une opposition partisane dans le but de créer une nouvelle polémique. Sans s'attarder sur les accusations de Mme Rebecca Jones, le numéro 1 de la Floride, le gouverneur DeSantis, a plutôt donné une liste de raisons qui ne plaident pas en faveur de la scientifique, y compris les batailles juridiques en cours. Le gouverneur a ainsi déclaré que Rebecca Jones n'était pas une épidémiologiste et encore moins l'architecte en chef du portail web COVID-19 de l'État. Selon lui, Mme Jones n'était pas impliquée dans la collecte des données puisqu'elle n'avait pas l'expertise et les compétences pour le faire avec son diplôme en journalisme, communication et géographie. Toute affirmation contraire ne serait que mensonge, mais pour justifier le timing du licenciement, le gouverneur DeSantis a mis en avant sa tolérance du harcèlement sexuel, arguant que la mise à l'écart de Mme Jones aurait dû avoir lieu bien avant l'arrivée du COVID-19. Vous suivez le magazine d'information en ligne du journal Le Floridien. Mesdames et messieurs, c'est un rendez-vous que nous avons avec vous tous les jeudis sur notre chaîne YouTube. Parlons toujours politique en Floride, évidemment. Autre point de l'actualité, cette semaine, au moins une douzaine d'Haïtiennes américaines se portent candidates aux prochaines élections en Floride, et ceci à différents niveaux. Pour cette année électorale 2020 aux États-Unis, les candidates d'origine haïtienne sont plus nombreuses que jamais. On a ainsi pu répertorier pas moins de 12 candidates en lice pour différents sièges. Parmi les candidates, on retrouve des noms déjà connus de la politique en Floride, comme celui de l'actuel député du district 108 au Parlement de l'État de Floride, la jeune avocate Dottie Joseph, ainsi que la juge Phoebe François du 17e district de l'État de Floride, qui a été nommée, rappelons-le, mesdames et messieurs, le 29 juin 2018 par l'ex-gouverneur de l'État de Floride, Rick Scott, qui est aujourd'hui sénateur. Sur la liste, il y a aussi plusieurs novices en politique, comme l'activiste et éducatrice Dr Marie-Flore Lindor Latortue, qui cherche à se faire élire au poste de représentante du district 7 à la commission scolaire du comté de Miami-Dade. Il y a également Marie Woodson, ancienne administrative publique du comté de Miami-Dade. Elle vise le poste de sénateur du district 101 de la Floride. L'ex-sénatrice Daphne Campbell, 63 ans, infirmière de profession, qui avait perdu son siège, il faut le rappeler également, en 2018 face à l'avocat Jason Pizzo, et qui se lance à nouveau dans la course électorale cette année encore. Mais cette fois, Mme Campbell va tenter de défaire le sénateur afro-américain Oscar Brennan, actuel occupant du district 38, qui inclut les villes de Miami Gardens et de Miramar. Citons également l'éducatrice et directrice exécutive du centre communautaire Gypsy Metellus.
Et quant à elle, eh bien, elle part à la conquête du siège de commissaire du district 3 du comté de Miami-Dade pour remplacer Audrey Edmondson, qui est forcée de quitter ce siège en raison de limite de mandat. Pardon. Les autres candidates d'origine haïtienne répondent au nom de Linda Joseph, Nadia Assad, Nancy Métayer, Linda Julien, Sheila Cher-Philus et Stéphanie Thomas. Cette dernière est une employée cadre de la mairie de North Miami. Parlons de North Miami. Eh bien, il faut dire que la ville a célébré la fête du drapeau en dépit du Covid-19. À défaut de pouvoir célébrer en grande pompe cette année la fête du drapeau haïtien, comme il est de coutume, Covid-19 oblige, un groupe de citoyens de la ville de North Miami, où réside une large population haïtienne, ont tout de même tenu à marquer cet événement à travers une mini-parade. En effet, les forces de police de la ville, qui composent en leur sein une quarantaine d'officiers d'origine haïtienne, ont fait flotter les couleurs du drapeau national bleu et rouge, rendant ainsi hommage à la première république noire indépendante du Nouveau Monde. Plusieurs photos qui nous sont parvenues montrent clairement la fierté ressentie par ces officiers d'origine haïtienne qui n'ont pas manqué d'exhiber de petits drapeaux haïtiens ce lundi au quartier général de la police de North Miami. Et même plusieurs membres des forces de police qui ne sont pourtant pas d'origine haïtienne ont affiché ce jour-là leur admiration pour Haïti et ses citoyens. En témoigne, regardez bien, mesdames et messieurs, cette photo prise par le commandant-chef Larry Duriga, à droite sur la photo, et puis le vice-commandant Angel Rivera. Toutes ces deux personnalités ont porté le petit bicolore là. Donc revivons ensemble la mini-parade organisée par des citoyens d'origine haïtienne le lundi 18 mai 2020 dans le cadre de la célébration du 217e anniversaire du bicolore haïtien. À nous suivre ensemble, mesdames et messieurs. Comment ça t'est? If you're proud to be Haitian, let me hear you beat the horn. Make some noise if you're proud to be Haitian. Everybody, put your flags up. Put your flags up. Put it up, put it up, put it up.
Les obsèques de l'ancien caméraman de Allen TV, Josué Prévalus, sont décédé le samedi 25 avril au matin à l'âge de 52 ans, se sont déroulées samedi dernier à Holy Family Church de North Miami. L'assistance présente sur place a été réduite au strict minimum en raison des mesures de distanciation prônées par les autorités de l'État de Floride contre le COVID-19. Il faut dire que l'émotion était forte. Le chagrin, les prières, les larmes et les pleurs des proches accompagnaient le défunt dans sa dernière demeure. La cérémonie d'inhumation présidée par le prêtre Fritzner Belons a été sobre, ponctuée par des témoignages de collègues du défunt comme Jean-Robert Bobby Philippot ou encore son ami Bateau. Ils ont unanimement salué la bonté et la joie de vivre qui caractérisait Josué. Le regretté était également apprécié pour son grand professionnalisme, son dévouement à son travail et surtout l'énergie positive qu'il rayonnait autour de lui. Dans l'oraison funèbre, Jean-Robert Bobby Philippot, ancien vice-président de Allen TV, qui considérait le défunt comme un petit frère, a expliqué pour dire que Feu Josué fut un passionné de la télévision et qu'il était fier de sa profession de caméraman. Le caméraman et collègue Pierre Charles, plus connu sous le surnom de Bateau, a lui aussi tenu à rendre un vibrant hommage à Josué Prévalus. Suivons ensemble l'éloge funèbre de Bateau, mesdames et messieurs. Donc c'est la mort, on lève, on a dit quand même. Josué a retourné là, peut-être bébé c'est même. Peut-être c'est nous. Et nous ne pouvons pas parler la mort de nous, nous ne pouvons pas refuser la mort. Mais même si on est là, c'est bon, c'est fait. Parce qu'on a des problèmes dans ce que nous faisons. Je n'ai pas les gars, mais c'est le même son pour faire des Signalons que l'inhumation de l'ancien caméraman de Allen TV, Josué Prévalus, s'est déroulée au cimetière Southern Memorial Park à North Miami. Voici une séquence de cette cérémonie d'inhumation. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Moi c'est encore qui traîne tout partout. Faut-il passer, c'est l'étranger. Mais bien certain, la marche en maison. Pas jouer de côté. Moi, l'autre bord, la caille, papa, moi. Petit chemin a fini pour moi. Mais ma jambe, l'autre bord, rivière. Maman, ma bonne pour me poser tête. Ernst Roubillard, ou c'est un caméraman, journaliste également. Vous faites plusieurs années où tu travaillé avec Josué en tant que collaborateur. Qui sont retenus de défense en tant que collaborateur et en tant que amis? Bon, first of all, nous saluons Ferdinand et nous saluons les téléspectateurs. Et bon, nous sommes Ernst Roubillard, les gens qui sont dans le Nord, ils connaissent déjà qui relation même avec Josué. Tant que je dis dans la présentation que nous avons faite tout à l'heure, Josué, un monde qui vient ici, on va connaître sur Josué Prévalus. Mais si on sorti dans le Nord, depuis bien avant, on va connaître monsieur sur nom Josué Mertil. Josué, c'est tant qu'on va ici, il y a le handyman, boss fait tout. Josué a commencé dans l'église catholique, il a dansé, a mimé dans le service. Josué fait théâtre. N'importe qui est bloqué dans le théâtre là, depuis les Josué, il improvise, il vient jouer là pour eux-mêmes.
Donc, depuis Haïti, nous tes amis, nous fait partie de Sons Video Studio, de Feu Wilker Jean-Pierre. Donc, c'est comme ça que nous avons commencé, c'est comme ça que Josué est devenu un photographeur et puis un vidéographeur dans le studio que moi-même j'ai dirigé en Haïti. Et puis, nous devons faire partie de Télé 7 ensemble et Haïti. Donc, ça a remonté plus d'une trentaine d'années. Donc, je suis capable de dire que c'est un monde qui marque vie en tant que ami, c'est un monde qui respecte tout le monde, c'est un monde qui. C'est une seule fois besoin de faire connaissance avec Josué et puis finalement on va découvrir en lui-même qui est-ce qu'il est dans le caractère. Le regretté mémoire laisse derrière lui sa veuve Gisèle Prévalus, ses deux enfants Stacy et Josh Prévalus, de nombreux frères, sœurs, cousins et cousines, neveux, nièces, tout ça. Que la terre lui soit légère et paix à son âme. La saison des pluies en Floride, qui dure environ 5 mois, démarre un peu plus tôt cette année 2020, puisqu'elle a commencé officiellement le week-end passé et se poursuivra jusqu'à la mi-octobre. Signalons que cette période voit tomber habituellement 61% du total annuel des pluies. En moyenne, la saison des pluies commence habituellement à Miami et à Orlando le 27 mai et à Daytona Beach le 29 mai. Cependant, cette année, elle a commencé dès le 5 mai dans les comtés de Miami-Dade et de Broward. D'ailleurs, il ne se passe pas un jour depuis 2 semaines sans que la pluie ne soit évoquée dans les prévisions météorologiques pour la Floride. Notons qu'Arthur, qui était annoncé comme étant une possible dépression tropicale, s'éloigne et repart finalement en pleine mer. Selon les experts, son classement passera très probablement à une tempête de type hivernale assez forte avant qu'elle ne disparaisse dans l'Atlantique. Disons, plus de peur que de mal, donc pour les Floridiens comme moi, qui n'avaient pas besoin de nouvel acharnement de Dame Nature en plein Covid-19. Et comme diraient les croyants, Dieu soit loué. Allons en Haïti maintenant pour parler de la commémoration de la fête du drapeau. Eh bien, le président haïtien Jovenel Moïse s'identifie comme un président pris au piège dans son discours de circonstance. Lors du 217e anniversaire de la fête du drapeau haïtien, le lundi 18 mai écoulé, le président de la République, son Excellence Jovenel Moïse, est monté au créneau pour dénoncer un groupe de personnes qui, selon lui, ont pris le pays en otage et empêchent son développement. Une nouvelle fois, le locataire du Palais national a dénoncé ce groupe d'individus qui a la capacité, dit-il, de se régénérer pour faire perdurer un système qui maintient la grande majorité dans la misère. Suivons ensemble, mesdames et messieurs, une séquence de l'intervention du chef de l'État haïtien, Jovenel Moïse, le lundi 18 mai 2020. C'est pour ça que je dis, il est difficile en pile pour masse peuple là, ces paysans, jeunes, femmes, et garçons, qui vivent dans une zone vulnérable, ils veulent identifier l'ennemi. Moun, un petit groupe moun qui est dans la misère, dans la malcité, avec l'ignorance depuis si longtemps. Et moun sa yo, un petit groupe moun sa yo, c'est pour pas haïtien pareil non. Ils montent un système divisé pour rayer, un système crasé brisé, un système pesé sous ses. Un système qui est alimenté avec l'argent pauvre, l'argent peuple, l'argent qui était supposé bâtir l'école, bâtir l'hôpital, port, aéroport, l'argent qui était supposé construire route, construire bon genre barrage d'irrigation, bon genre système électrique qui marche avec soleil, vent, l'eau, biomasse avec gaz naturel et la trier. Pour nous arriver à faire un système ça, pour capturer l'État à Kaba, il faut que nous yon pas regarder l'autre nager. Pour nous choisir plus bonne manière pour libérer le pays,
en bas système pesé sous ça, à craser, briser ça. C'est pour ça, dans cette nous en coup de Saline, Christophe Pétion, après la mort et la trier, obligé de renoncer à ces avantages que tu as gagné, pour te mettre tête ensemble pour nous drapeau ça. Et donc, drapeau ça, pas seulement symbolique noir et milat contre un système. C'est symbole libertaire, fierté, toute une nation. Il représente effort, sacrifice, sans ancêtres qui t'est coulé pour nous liberté. Mesdames et messieurs, ici prend fin l'édition de ce jeudi 21 mai 2020. Non, moi c'est Dessalines Ferdinand, c'est toujours un plaisir pour moi pour me présenter l'information. Et nous pas demander plus que inviter vos parents, vos proches à faire comme vous faites là, vous qui vous êtes abonnés déjà avec cette chaîne YouTube du journal Le Floridien, bien invitez vos proches, vos amis à faire de même, à s'abonner également. Question pour les inviter à rester connectés avec la réalité de la communauté haïtienne en Floride, pour capable de connaître ce qui a passé au jour le jour, ce qui a fait, et comment communauté ça, belle communauté ça, move vers l'avant, puisqu'il faut le dire, comme vous l'avez remarqué dans cette édition, il y a près d'une douzaine d'Haïtiennes américaines qui se sont lancées dans différentes courses électorales. Il y a essayé de décrocher une place, et peut-être pour une meilleure représentativité politique de cette belle communauté haïtienne en Floride. Donc nous espérons que plusieurs d'entre elles vont pouvoir gagner leur course. Donc ça fait nous plus nombreux, plus de visibilité sur le plan politique en Floride. Donc c'est déjà nos souhaits à toutes ces candidates. Et puis, quoi d'autre à vous dire? Rendez-vous la semaine prochaine. Je suis Dessalines Ferdinand pour la présentation. À bientôt. If you want guaranteed big results in a short amount of time and your business is targeting Haitian consumers, you need to advertise with Le Floridien. Le Floridien is South Florida's most read Haitian newspaper with the largest circulation in Miami-Dade, Broward, and Palm Beach counties. Le Floridien is an independently owned free Haitian newspaper established in 2001 that comes out the 1st and 15th of every month. Keep up to date with the latest community news, political news, entertainment, sports, and social events in the Haitian community. Learn more at LeFloridien.com. That's LeFloridien.com. Or call 305-610-7481. 305-610-7481.